Ouais. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Pablo Vera, qui est le cofondeur de Angle Protocol et core contributor. Comment ça va, Pablo? Salut à tous les deux. Merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui. C'est un plaisir d'être là. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. On a vraiment de la chance. Ça faisait un petit moment qu'on voulait t'avoir sur la chaîne et on a réussi à caler ce podcast ensemble. Donc, ça va être vraiment un podcast très enrichissant. Est-ce qu'avant de commencer, tu peux nous expliquer un petit peu plus ton parcours? Comment tu en Ouais. es venu jusque peut-être au Web3 et comment tu en es venu à faire cette confondation d'Angle Protocol? Donc moi, j'ai un parcours qui est plutôt classique. Disons que je suis pas trop sorti des sentiers battus. J'ai fait la fondation, enfin la formation en France d'ingénieur, enfin, que beaucoup de gens font tous les ans. Donc je suis passé en classe prépa. Ensuite, j'étais à Polytechnique en école d'ingénieur. Et après, j'ai fait un master aux États-Unis, comme beaucoup de gens font quand ils passent par des grandes écoles d'ingénieurs françaises. Et c'est pas quelque chose, le Web3 que je faisais dans mon temps libre. Moi, pour aborder des sujets et me mettre dedans, j'ai besoin de le voir par un spectre, enfin par un biais classique. Donc moi, c'est au niveau académique en fait que je suis rentré dans les blockchains. C'est-à-dire que j'ai eu un cours sur les crypto-monnaies quand j'étais à Polytechnique et j'en ai re-eu un à Stanford. Et en fait, de tous les cours que j'ai pris, de toutes mes études, c'est ceux qui m'avaient le plus plu. Et donc, on était vers la fin de Stanford avec quelques amis qui étaient avec moi d'ailleurs à Polytechnique, on s'est dit, bon, bah, ok, venez, on réfléchit à voir si on peut pas faire quelque chose dans l'industrie. Et ce qui nous avait pas mal motivé à se dire, ok, on va donner le temps, se donner le temps de voir si on peut pas se lancer dans un projet. Et assez vite, on a quand même eu l'idée d'un stablecoin euro parce que c'était l'époque du DeFi Summer. Tout le monde avait du yield sur du dollar, mais personne n'avait de yield en euros. Et donc, il n'y avait pas les outils pour que tout le monde puisse s'amuser, enfin, tirer profit de la DeFi sans être soumis au risque de change. Et donc, moi, pour moi, le tipping point, c'était un peu, j'avais une conférence quand j'étais à Stanford où il y avait Fred Ersam qui est cofondateur de Coinbase, qui avait dit, fait un parallèle, qui nous avait dit, et je pense que c'est encore d'actualité maintenant, ça le sera peut-être moins dans quelques années, mais il avait fait un parallèle entre ce qui se passait dans les applications mobiles des années 2010, début des années 2010, où c'était possible d'être une équipe de 10 personnes et de faire une application avec, je sais pas, des milliards d'utilisateurs, un peu comme Instagram, Snapchat. Et ça a été fait avec des bouts de ficelle, mais assez vite, ça a été exponentiel. Maintenant, c'est plus possible dans le social, ça c'est impossible de lancer. Enfin, TikTok, c'est des dizaines de milliers d'ingénieurs, par exemple, qui font que la plateforme tourne bien. Mais il disait, bah, moi, je retrouve le même environnement maintenant dans le domaine des blockchains où à 3-4, vous pouvez faire un protocole, créer des solutions qui attirent des milliards de dollars de liquidités. Donc c'est ça qui nous a pas mal attiré et qui a fait que quand on a fini Stanford, on s'y est mis à temps plein pour développer notre projet. On a eu de la chance de se lancer dans un moment où c'était plus facile de lever de l'argent, disons, en 2021. Et donc assez vite, on a été dérisqué. Et on a pu se dire, ok, bon, le truc qu'on faisait en cours, maintenant c'est ce qu'on va faire professionnellement, Un c'est vrai notre métier. métier. Ouais. Ah, Donc voilà pour la petite histoire. Ça nous mène début mi-2021, en gros. Le Waouh, lancement, très la levée de fonds. impressionnant. Et donc, du coup, l'idée au niveau scolaire et mi-2021, il s'est passé combien de temps entre les deux? L'idée, je crois que c'était, moi j'ai commencé à me dire: «Mais c'est bizarre qu'il y ait pas de stablecoin euro», parce qu'Angle, on a un protocole de stablecoin et on fait surtout de l'euro. Notre stablecoin s'appelle l'EUR-A. L'idée, c'est Noël 2020. J'étais sur Compound, je me dis: «Mais c'était une période où le dollar se cassait un peu la gueule par rapport à l'euro». Et Compound à l'époque, ça payait bien, enfin un peu comme AV, etc. Maintenant, où en bull market, les taux de prêt sont en train d'exploser parce que tout le monde veut prendre du levier. Et donc sur Compound, je gagnais du 4-5%, mais sauf que tout se faisait, et c'était une époque où les taux d'intérêt étaient nuls. Donc trouver du 4-5%, c'était quand même vraiment assez incroyable à l'époque.
Et sauf que le dollar s'est pété la gueule par rapport à l'euro fin 2020, enfin, si vous regardez la courbe de prix. Et donc tout ce que je perdais en dollars, tout ce que je gagnais en dollars, je le perdais au taux de change. Parce que avec le Covid, j'étais revenu en France pour finir mes études. Donc moi, j'ai toujours réfléchi en euros. Donc c'est à ce moment-là, début d'interaction avec la DeFi, un problème concret en mode bon, bah, c'est quand même con qu'il y ait tous ces outils qui marchent très bien, c'est assez pur comme protocole. Et on est toujours soumis à un risque de change. Ouais, donc vraiment, avec une vision, on va dire, entrepreneuriale et puis une vision où vraiment tu as vu une faille, tu t'es dit: «OK, mais je veux le faire» et du coup, est-ce que vous avez cherché, d'autres personnes, d'autres acteurs où tu te dis: «Bon, OK, il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent venir nous aider sur le projet»? Ou vous avez été plutôt, dans l'optique de dire: «OK, on a une team, on va le faire avec cette team-là et peu On était importe, les challenges, on va les relever, quoi»? Non, on était 3. Oui, on a un peu foncé tête baissée, et après coup, on aurait peut-être dû prendre un peu plus le temps, de réfléchir à comment aborder le marché. On avait toute la fougue, de gens qui sortent d'école, qui ont envie de tout casser. Mais Mmh. c'était nous, après on ne connaissait personne, hein. Moi, j'étais jamais allé à un meet-up, à quelque chose comme ça. Les seuls gens qu'on connaissait, c'était les gens qui étaient venus nous faire des amphis quand on était à l'X et quand on Mmh. était à Stanford. Et donc on a fini par recontacter ces gens-là qui, en fait, c'était un peu la Champions League. Les premiers calls qu'on a eus pour Angle, c'était Andreessen Horowitz, le fonds de VC américain, mais on savait pas à l'époque que c'était un truc aussi gros que ça dans l'industrie. Donc c'était assez clair sur le fait que ça serait nous la team. Enfin, moi, on n'a pas cherché des associés longtemps. Mais on a foncé peut-être un peu trop vite sur le produit. Enfin, on aurait pu faire, je pense, un meilleur produit si on avait pris un peu plus de temps. C'est facile de dire avec du recul, 3 ans de recul, Ouais. euh, de se dire on aurait dû faire ça comme Mmh. ça. Là, on aurait, je sais pas, on aurait eu des milliards de TVL, etc., de voir toutes les erreurs que tu as faites. Mais tu te remets aux conditions au même moment. Est-ce que tu fais la même décision? Bah oui, je pense que oui. Donc c'est plus facile à dire après coup que quand tu es dans le feu de l'action. Ouais, toujours, hein, toujours de se dire: «Ah OK, mais bon, j'aurais dû», Ouais. on sait qu'au final, quand tu es en plus dans le feu de l'action, où tu es sur un projet si novateur, dans une industrie, qui est en pleine croissance, où tout va très vite et cetera, enfin voilà, tu te dis: «OK, tu sais quoi? Je passe à l'action». Des erreurs, il y en a et au final, aujourd'hui et c'est ça, je tiens à le souligner, c'est qu'aujourd'hui, vous avez quand même passé, bah, tout le Bir, vous êtes là, vous êtes encore présent et ça, il y a pas tous les projets qui peuvent s'en vanter. Sur quoi est-ce que, quelles ont été du coup, bah, les forces ou les choses que vous avez mis en place, par rapport à ça, bah, pour tenir et peut-être juste avant de répondre à ça, si tu veux rappeler un petit peu, justement l'essence même de Angle Protocol, ce que Ouais. vous faites, votre mission et cetera, peut-être que pour que ça parle aux gens qui vous connaissent pas Non, c'est encore? clair. Donc nous, on développe des produits de finance décentralisés. Hem, on est un protocole de stablecoin, donc un peu comme Maker pour le DAI. Ce qui nous intéresse, c'est rendre accessible la finance décentralisée. Enfin, faire en sorte que la finance, elle passe, comme elle est en train de se faire maintenant, à une finance sur les blockchains, parce qu'on pense qu'une finance sur les blockchains, c'est un standard qui est plus efficace que le standard sur lequel la finance classique. Donc on n'a pas forcément pour mission de démocratiser la DeFi au plus grand nombre, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est construire l'infrastructure pour que demain, en fait, les banques, elles aient pas d'autre intérêt que d'utiliser les blockchains parce que c'est transparent, c'est composable, etc. Donc, on développe des produits pour faciliter cette transition d'une finance comme elle se fait actuellement vers une finance sur le blockchain. Donc, notre premier produit, c'est un stablecoin euro, parce que si la finance doit se faire sur les blockchains, bon, les gens vont pas trader en bitcoin, quoi. Les banques, leur bilan, il est toujours en euros, typiquement. Et donc, il faut réussir à créer des euros numériques. Et donc, nous, notre stablecoin euro, aujourd'hui, c'est un des stablecoins, il s'appelle Laura, qu'on a rebrandé. Avant, ça s'appelait l'AG Euro. C'est un des stablecoins les plus utilisés du marché. Enfin, stablecoin euro, et le marché du stablecoin euro, c'est un tout petit stablecoin. C'est tout petit par rapport au stablecoin dollar. J'y reviendrai après. Et donc, si vous avez tradé de l'euro ou du dollar, enfin des stablecoins euro on-chain, il y a 70% de chances que vous l'ayez fait avec de l'ARA.
puisqu'on capture un peu tous les volumes de transactions. Et la première chose sur laquelle on s'est lancé, nous, on voulait faciliter l'émergence de marchés Forex. Donc, Forex, c'est de trading dollar-euro on-chain. Et aujourd'hui, l'heure A est assez centrale dans tout ce qui est notion de trading dollar-euro. Et donc, c'est une des grosses verticales importantes de finance classique. Et nous, c'est ce qu'on essaie de pousser un peu avec le protocole Angle. Un autre produit qu'on développe, et c'est tout ça, en fait, c'est autour du stablecoin. On a lancé un produit d'épargne qui permet à n'importe qui de placer ces heures A pour de ce qu'on appelle de l'estaker pour recevoir un taux qui est proche du taux sans risque de la zone euro. Et donc, si vous aujourd'hui, on paye du 3,38%, ça va monter. On devrait monter d'ici quelques semaines à 5 à 6%. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous placez de l'argent dans un livret A. Et c'est quelque chose, bon, déjà, le taux est capé, c'est pas forcément très transparent d'où ça vient. Les banques, elles proposent des dépôts à terme à 2-3 mois. Nous, toujours dans cette idée d'améliorer l'expérience des produits financiers, en fait, on est capable de proposer, parce que notre infrastructure est construite sur la blockchain, un produit d'épargne dans lequel les gens peuvent rentrer, sortir quand ils veulent, qui marche avec $1 million, 10 euros, ou 1 million d'euros, 10 euros, ou 1 milliard d'euros. Tu restes 1 seconde dans le produit, bon, tu reçois 1 seconde worth of yield. Donc ce produit-là s'appelle le ST Euro. Et on rend accessible, en fait, on commodifie l'accès au reward asset, au yield dérivé des reward assets, des bons du trésor, dans un produit qui est bien packagé. Et donc, pour toutes les entreprises qui, elles, ont de l'argent en banque, qui le font travailler auprès de leur banque, nous, ça se veut un peu comme une alternative qui leur donne plus de flexibilité, où il n'y a pas de slashing s'ils doivent sortir plus tôt. Tous les market makers qui doivent optimiser leur bilan, nous, s'ils veulent rester toute une nuit parce que leur position, ils les ouvrent juste en intraday, ils peuvent rentrer dans notre produit. Donc le stablecoin euro, le produit d'épargne. Là, on a annoncé un stablecoin dollar, parce qu'on a développé quand même une grande expertise sur le marché du stablecoin décentralisé, qu'on est capable de répliquer au dollar. Et la raison pour laquelle on fait en dollar, qui est un marché quand même aussi assez bouché, c'est que on pense que l'état actuel du marché du stablecoin dollar, il est assez insatisfaisant. Les protocoles qui offrent du stablecoin dollar, qui offrent du yield en dollars, sont des protocoles. Bon, déjà, il y a quand même pas mal d'assomption de risque. Enfin, on est obligé de leur faire confiance à certains aspects, sur pas mal d'aspects. Et nous, on pense avoir construit on a construit des mécanismes qui protègent mieux les utilisateurs dans des situations comme le dépeg de l'USDC, par exemple. Donc, en cas où, tout le monde n'a pas appris des faillites de l'industrie, des gros événements qui sont passés les dernières années. Donc, le dépeg USDC, il y a 1 an, les gros protocoles de stablecoin n'ont pas trop tiré les conclusions. Nous, on a des systèmes qui sont plus robustes face à ce genre de situation. Et surtout, avec un stablecoin euro, un stablecoin dollar, toujours dans l'idée de poursuivre cette mission du Forex, on peut garantir des marchés euro-dollar assez deep et donner les garanties à tout le monde on-chain qu'ils peuvent trader de l'euro contre du dollar avec une liquidité assez deep. Et donc, je sais pas, demain, quelqu'un veut faire du cross-border payment, des remittances d'un pays à un autre, nous, on construit l'infrastructure pour que ça passe chez nous et que ça soit moins cher que par les circuits bancaires classiques. Et enfin, on pense être en mesure d'avoir un offering qui est plus complet que les plus gros stablecoins dollars du moment. Créer un stablecoin, c'est quelque chose qui s'est assez commodifié, surtout depuis 3 ans. Enfin, nous, à l'époque, quand on s'est lancé, il n'y avait que le DAI de Maker. Et les gens étaient encore un peu en train d'innover, de trouver des nouveaux systèmes. Maintenant, on sait globalement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Tout le monde fait un peu la même chose, mais tout le monde ne fait pas toutes les choses qui permettent de faire un stablecoin. Un stablecoin décentralisé, ça ne sert pas à grand-chose en soi. Dans le sens où souvent les gens disent l'intérêt d'un stablecoin dont le backing est via des crypto-monnaies sur des smart contracts, c'est le fait que c'est incensurable. Donc ça, c'est le cas de certains stablecoins. Typiquement, si vous possédez du LUSD, de Liquidity, jamais personne ne peut vous bloquer votre argent. Alors que dès que vous avez l'USDC, Circle peut dire Jean, ton adresse, je la freeze, et tu n'as plus accès à tes USDC.
Ça, je pense. Donc, beaucoup de stablecoins décentralisés se revendiquent de bah, on est censorship resistant, etc. Le fait est qu'il y a très peu de stablecoins décentralisés qui sont vraiment censorship resistant dans les faits. Donc, censorship resistant dans le sens, incensurable. L'intérêt d'un stablecoin décentralisé, c'est que c'est une solution de pooling. Et donc, typiquement, une solution de pooling, ça peut être un facilitateur DeFi. Enfin, nous, on appelle ça, ça doit être des facilitateurs DeFi. Et donc, ça facilite l'accès à des produits auxquels il serait plus compliqué de les avoir tous ensemble avec un stablecoin centralisé. Je m'explique. Aujourd'hui, avec de l'USDC, vous pouvez acheter par exemple des reward assets et toucher des bons du trésor américains, par exemple, qui vous payent un yield. Vous avez du DAI de maker, vous avez juste à acheter du SDAI contre de l'USDC one-one. Vous avez les conséquences positives du fait d'avoir les reward assets sans avoir même à posséder, à les avoir achetés vous-même, à avoir dû faire les KYC, etc. Vous empruntez par exemple de l'USDC, les taux vont être super volatiles, parfois très élevés. Aujourd'hui, vous empruntez de l'or A, le taux auquel vous empruntez de l'or A est fixe. Et tout ça, c'est possible parce qu'un stablecoin décentralisé, c'est une solution de pooling par rapport à quand vous utilisez des protocoles qui construisent autour d'un stablecoin centralisé où vous n'avez pas un seul gros prêteur qui va lisser les taux d'emprunt. Bon, bref, je m'emporte peut-être un peu loin. Mais en gros, Angle, c'est quoi? C'est un stablecoin euro, un stablecoin dollar, des produits d'épargne et surtout l'idée d'améliorer le forex on-chain, d'améliorer, de créer des incentives pour que le monde financier se construise sur les blockchains parce que c'est un meilleur standard pour faire de la finance. Je prends un dernier exemple, il y a, je sais pas, 50 000 institutions qui font du crédit en France, toutes qui ont pardon, dans le monde, toutes en ayant dû coder un back-end, toutes ayant dû coder des systèmes pour regarder la collatéralisation des prêts. Avec une finance qui se fait sur les blockchains, on a juste besoin d'avoir fait le code du prêt-emprunt une seule fois et tout le monde peut utiliser ce même code-là. Donc, c'est des gains de développement qui sont vraiment massifs. Et ça, bon, c'est dommage que je ne suis pas un énorme fan des bull markets. Enfin, j'aime bien, mais parce que ça fuel un peu toute cette casino-culture qui nous dessert et qui nous fait perdre de vue ce qui, pour moi, est l'intérêt primordial d'une finance sur les blockchains. C'est la standardisation, la commodification de pas mal de briques élémentaires pour à la fin qu'il y ait plus d'argent qui reste dans les mains des porteurs plutôt que dans les banques parce qu'on peut créer des marchés plus compétitifs. 100 d'accord avec ce que tu dis. Et au jour d'aujourd'hui, donc vous avez changé le nom de votre stablecoin. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Est-ce qu'il y a une idée derrière ça? Est-ce que tu l'as changé pour que ça soit beaucoup plus, je sais pas, trouvable? Et une dernière question, enfin une deuxième question derrière ça, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, bah, vous êtes le plus gros stablecoin euro, en tout cas le plus gros stablecoin euro décentralisé. Qu'est-ce que ça représente en termes de volume et de développement Ouais. par rapport à ça? Donc, je prends ta question d'abord sur l'euro. La TVL des stablecoins euros, elle est à peu près 500 à 1000 fois plus petite que la market cap des stablecoins dollars. Donc, on n'est vraiment pas sur les mêmes ordres de grandeur. Aujourd'hui, Angle, c'est 40 millions de valeurs loquées. Bravo. Mais bon, c'est rien du tout quand on regarde par rapport aux gros stablecoins dollars. Et je pense que si nous, on avait fait du dollar depuis le début, on ne serait pas à 40, on serait peut-être à 400 parce qu'on s'est lancé en même temps que tous les Frax, tous les autres protocoles. Enfin, eux sont lancés un peu avant nous. Mais bref, enfin, les équivalents qui faisaient du dollar dans un marché qui en veut et un marché qui ne veut pas d'euros, c'est pour ça aussi qu'on va se lancer dans le dollar, sont beaucoup plus gros. Et le volume de transactions quotidien, c'est à peu près 2-3 millions d'euros sur l'or A. Oh, Il y a beaucoup de volume d'arbitrage, beaucoup de volume des gens qui prennent des paris directionnels en mode je vais acheter de l'or A. Parce que je pense que l'euro va monter avant la telle annonce de la Fed, puis je reconvertis après en USDC. On a du volume aussi de gens qui prennent du levier, qui empruntent contre leur, je sais pas, leur wrap Bitcoin de leur A pour les swapper instantanément contre du wrap Bitcoin et ainsi être exposé au cours wrap Bitcoin Eura. Le rebranding AG Euro Eura, c'est quoi l'idée? C'est un peu avant de lancer le dollar qui n'est pas encore lancé, qui va se lancer mi-avril à peu près. d'accord. C'est de lisser un peu plus l'image de la marque.
quand les gens AG, euro, les gens, il y a souvent cette association du fait que, est-ce que c'est un produit dérivé? Les gens comprenaient pas trop ce que ça voulait dire l'AG devant. Là, on met heure A, bon, bah, c'est assez clair. On se met dans les mêmes lignes que USDC, USDT et tous ces gros stablecoins là. Et du coup, c'est assez important quand même un ticker pour la perception des gens quant à la solidité, à la robustesse d'un stablecoin. Et bah, nous, c'est ce play-là qu'on fait. Enfin, à la fin, le fondamental, c'est exactement le même. C'est juste avoir quelque chose qui soit plus universel, plus compréhensible. Et le stablecoin dollar va se lancer sous le nom de USDA. OK. On voit qu'il y a du coup une bonne vision et sur du long terme, sur ce que vous voulez faire. Félicitations à vous. Je pense que le fait d'attaquer le marché de tout simplement, du dollar, je pense que ça peut être vraiment aussi super intéressant. Parce qu'à la base, effectivement, vous voulez être le plus gros, stablecoin euro, c'est déjà fait. Donc effectivement, maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Donc, félicitations à vous. On voit que vous avez vraiment une bonne philosophie derrière ça et c'est vraiment, je pense, ça qui vous guide dans vos opérations. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs que vous partagez au sein d'Angle Protocol, au-delà de la partie, justement décentralisation de la finance et cetera et cetera? Est-ce qu'il y a d'autres choses derrière? Je sais que vous êtes un peu aussi sur d'autres secteurs comme la tokenisation et tout, enfin, c'est des choses que vous connaissez bien et que vous parlez. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles, vous êtes en train de travailler? Alors pour revenir, la décentralisation de la finance, c'est pas ce qui m'intéresse. Enfin, j'aime pas OK. d'ailleurs le mot DeFi, je l'utilise beaucoup, mais faudrait pas que je l'utilise. Ce qui nous intéresse plus, c'est le concept de open finance, une finance sur les blockchains, parce qu'une finance sur les blockchains, décentralisée, c'est pas forcément tout le temps efficace. Il y a certains projets qui ont pas besoin d'être décentralisés. Et après ça répondra à ta deuxième question sur, les autres choses qu'on offre, avec Angle. Hem Moi, ce qui m'intéresse, c'est le concept d'open finance plutôt que de finance décentralisée. Sur les autres projets, les autres trucs qu'on développe ou en termes de vision, nous, on a développé des produits dans le cadre, enfin, pour faciliter la croissance de leur A, des produits d'incentivisation. Parce qu'un stablecoin, c'est important qu'il soit liquide, que les gens puissent le trader sur des échanges, sur Uniswap, par exemple. Et comment ça se fait d'arriver à attirer des market makers, des providers de liquidity pour qu'ils mettent de la liquidité? Généralement, c'est des incentives. Donc il faut les payer pour fournir de la liquidité. Il se trouve que, mettre de la liquidité sur, Uniswap, et incentiver la liquidité sur Uniswap V3, sur ce qu'on appelle les AMM à liquidité concentrée, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Et nous, on a créé un produit qu'on appelle Merkle, qui commodifie, qui facilite, le dépôt, d'incentives pour attirer des market makers pour, mettre de la liquidité sur des paires d'AMM à liquidité concentrée. Donc par exemple, aujourd'hui, on travaille avec la fondation Arbitrum, on travaille avec la fondation, Optimism, avec, Lido, avec, tous les gros protocoles, toutes les grosses fondations, pour, même des projets, des stablecoins. On a aidé le Go de Aave, le stablecoin, le Go de Aave à revenir au peg. Hem Et donc, on travaille avec tout ça, enfin avec tous ces projets-là pour, les aider sur leur liquidité, on-chain, enfin d'ailleurs sur tout plein de chaînes, on n'est pas que sur Ethereum. Et en fait, ça rejoint un mouvement un peu plus grand, pour nous. On considère, et ça c'est quelque chose qu'on opère de façon, centralisée, indépendante, du protocole Angle. Le premier instrument de croissance des gens dans l'industrie, aujourd'hui, ce sont les incentives, c'est-à-dire je vais mettre du token pour, je vais faire des points, je vais, faire des airdrops et cetera. C'est quelque chose qui est généralement très mal traqué, sur le return enfin le retour sur investissement des gens qui émettent du token. C'est quelque chose qui prend un temps fou au projet. Développer des contrats de staking, développer leur système de points pour traquer tout ce qui se passe, on-chain ou off-chain pour savoir, bon, OK, qui je veux payer et combien. Et c'est quelque chose qui est souvent réalisé de façon un peu sous-efficace. Par exemple, des gens vont se retrouver à incentiver des pools sur Curve, alors que, des pools, volatiles, alors que, leurs LP se font ouvrir pour ça et c'est possible d'avoir, plus de liquidité, apparente, en étant sur Uniswap V3 par exemple. Enfin, il y a plein de trucs qui sont pas, ça prend du temps, c'est pas fait de façon efficace.
Et donc nous, avec Merkle, ce qu'on a lancé pour les AMM à liquidité concentrée, donc ça veut dire pour tout le monde en 5 minutes, vous voulez incentiver une pool sur Uniswap V3, vous pouvez le faire. Et on travaille pour accompagner tous les projets qui émettent du token. Enfin, c'est encore une fois une branche à part de Angle avec des équipes indépendantes pour faciliter, aider les projets dans leur croissance, les aider à optimiser leurs ressources et leurs coûts en dev pour qu'ils puissent se concentrer essentiellement sur leurs produits, ce qui est sur là où ils font une différence. Typiquement, demain, tu lances un AMM, faut pas réfléchir forcément aux incentives, quoi. Enfin, ton cœur, c'est de développer un produit qui est utilisé, qui marche bien. Tu dois pas passer les 3 quarts de ton temps à savoir comment tu vas rewarder tes LP. C'est quelque chose de gros qui doit être standardisé et que nous, on essaie de standardiser avec enfin, le produit qui s'appelle Merkle. C'est très intéressant. On sent vraiment la force du projet global et la vision sur du long terme et on sent vraiment que c'est très bien travaillé et en plus de ça, on sent la passion qui t'anime et les connaissances que tu as dans le secteur, c'est assez impressionnant. Au jour d'aujourd'hui, on parle beaucoup quand on parle de stablecoin, de normes de fiabilité, de sécurité, des algorithmes et cetera. Comment vous assurez cette fiabilité et cette sécurité dans les algorithmes que vous utilisez pour les stablecoins? Je suis désolé, est-ce que tu peux répéter la question, au niveau de Pas de la souci. fiabilité? Ouais. Pas de souci, je disais, qu'au jour d'aujourd'hui, il y a pas mal de normes qui évoluent et que justement, il y a pas mal de sujets autour de la fiabilité, la sécurité, notamment sur tout ce qui est lié aux algorithmes des stablecoins. Comment vous, Ouais. avec Angle, vous arrivez à assurer cette fiabilité et cette sécurité au niveau des algorithmes? Alors, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que la façon de faire des stablecoins, c'est quelque chose, ça devient assez standard. D'accord, Globalement, on sait ce qui marche, enfin l'industrie en général, quand tu vois un design du stablecoin, tu sais assez vite dire si ça a marché, si ça a pas marché. Après, il y en a des choses qui marchent mieux, des choses qui marchent moins bien. Et je pense que les stablecoins qui se lancent aujourd'hui ne devraient pas chercher à réinventer la roue ou des nouveaux mécanismes. Généralement, quand les gens qui lancent un stablecoin, il n'y a même pas lieu d'essayer de lancer un stablecoin parce que les gens lancent autour d'une nouvelle idée qui ne nécessite pas la création d'un stablecoin. Donc, pour ce qui est de la fiabilité des stablecoins, le métier d'un stablecoin, c'est de optimiser une balance sheet. C'est un peu comme un stablecoin. Tu peux voir ça un peu comme une banque qui a un actif. Donc, c'est les actifs qui backent le stablecoin et un passif qui sont les stablecoins en circulation. Et le jeu, c'est d'optimiser sa balance sheet pour maximiser le retour qui est dégagé sur les actifs sous contrainte de solvabilité et de liquidité. C'est-à-dire que les gens doivent pouvoir vendre leur stablecoin et pouvoir sortir du protocole de stablecoin s'ils veulent en grand nombre sans risquer de se prendre des slippages énormes. Donc, nous, c'est ça que vous travaillez. notre métier. Après, tu as des modules, des systèmes pour faire des stablecoins qui sont complètement biaisés, qui ne permettent pas de faire ça bien. Mais c'est vraiment de l'optimisation, enfin, c'est pas de l'optimisation, c'est de l'ingénierie financière assez classique sur OK, comment j'optimise ma balance sheet, etc. Et donc ça, c'est pas forcément de la technique, c'est juste OK, je prends tant d'exposition à tel actif, tant d'exposition à tel actif. Je remarque que la courbe de maturité des détenteurs du stablecoin, c'est ça. Donc il faut que je gagne tout le temps, il faut que je garde tout le temps 30% d'actifs liquides dans mon backing. Après, sur les systèmes en question, les systèmes techniques en question qui permettent de maintenir la stabilité des stablecoins, enfin, parce que tu as bon, OK, dans l'état, c'est facile de voir la high level overview, quelle est l'exposition à quel actif. Mais sur les systèmes, les smart contracts, il y a toujours des innovations à apporter. Donc nous, par exemple, chez Angle, quand tu détiens un Eura, tu peux toujours, à n'importe quel moment, récupérer avec ton Eura un des collatéraux qu'on a dans les réserves derrière l'Eura, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les stablecoins. Et ce qui fait rejoint ce que je disais sur les améliorations que nous, on a apportées par rapport aux autres gros stablecoins décentralisés comme le DAI de Maker au vu de ce qui s'est passé pour le DPEG de l'USDC. Maker, ils sont forts dans l'optimisation de leur balance sheet, mais ils ont certains systèmes qui pourraient être améliorés pour faire face à des conditions de marché pas du tout favorables et être capable de garantir que leurs utilisateurs vont
garantir que leurs utilisateurs, pour leurs utilisateurs, que le DAI va maintenir son PEG, par exemple, ou toujours assez de réserve. Et quel est ton avis sur tout ce qui est parti de monnaie de banque centrale? Parce que c'est vrai que beaucoup de gens disent: «Bon, bah, voilà, monnaie de banque centrale, c'est un stablecoin euro». Est-ce que toi, tu as déjà été approché pour ça, pour justement, je sais pas, par des banques centrales pour expliquer comment ça fonctionne? Quel est ton avis sur cette partie-là, qui est quand même un des sujets du moment? On sait que ça va pas sortir demain, mais Ouais, moi je trouve ça très bien. Je les OK. connais un peu, les gens de la Banque centrale, européenne qui travaillent sur ces sujets. Bah, à la fin, c'est quand même une façon plus efficace de créer de l'argent, d'avoir un format digital, accepté par tout le monde. Il y aura d'ailleurs en Europe, il y aura 2 types, de monnaie de banque centrale. Il y aura une monnaie, de cirque pour interbancaire, et il y aura une monnaie retail, monnaie interbancaire sur blockchain, privée ou publique, ils savent pas encore. Monnaie retail, donc c'est comme un compte Lydia auprès de la banque centrale, qui elle sera sur blockchain, privée. Hem, Moi, tout ce qui, peut aider à la réduction des frais pour les utilisateurs et à une standardisation des marchés, je suis pour. Donc effectivement, ça va prendre du temps parce que c'est compliqué de mettre tout le monde d'accord sur, comment on lance le truc, et cetera. Mais moi, je vois ça d'un très bon œil et je soutiens toute initiative, dans ce sens. Et tu vois pas ça comme une concurrence? Non, parce que nous, ce qu'on OK. développe, nous, en tant que stablecoin décentralisé, on est moins fort sur le paiement. Parce que moi, mon stablecoin, il est backé par d'autres stablecoins euros centralisés. Nous, là où on fait la différence, enfin, un stablecoin décentralisé qui dit qu'il veut faire du paiement, ça me paraît assez compliqué, parce que tu es obligé de rajouter, une étape, en plus. Enfin, nous, là où on fait la diff, nous, c'est vraiment on a une solution de pooling. Donc, on sera plus efficace sur le yield, on sera plus efficace, sur, la portabilité cross-chain, plus efficace sur, le proposer des emprunts. Mais notre sous-jacent, ça sera toujours, on va le prendre en sous-jacent, la monnaie de banque centrale, le jour où ça arrive. Donc en fait, on est positionné différemment sur la chaîne de valeur. Ouais, 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 dans tous les cas, ça reste, du décentralisé et on sait très bien que les monnaies de banque centrale, elles vont être centralisées et ça en fait, c'est pas «le même monde» entre guillemets, même si, c'est des monnaies qui peuvent, se ressembler, très, Heu, non, ouais, mais après mmh, tu vois, encore une fois, d'ailleurs, stablecoin décentralisé, c'est pas forcément le bon nom, hein. ouais, Un stablecoin décentralisé, c'est, dont le backing est fait de cryptomonnaies, détenues sur des smart contracts. Par rapport à des cryptomonnaies, à des stablecoins dont le backing, c'est de l'euro, dans un compte en banque. Hem, mais ouais, nous c'est ailleurs qu'on se situe, pas forcément sur la décentralisation, mais au niveau des use cases qu'on offre. Nous, on compose autour de la monnaie de banque centrale pour un peu on s'appelle un peu, enfin, on se considère, nos stablecoins $, on va le marketer en mode on est un superconducteur DeFi. mmh, Donc on facilite l'accès à toute la DeFi, au yield, à l'emprunt, pour un taux relativement faible, au trading de différents stablecoins euros les uns et les autres, au forex. On facilite l'accès, au monde cross-chain avec ce stablecoin. Enfin, ce qui est plus compliqué, avec un stablecoin centralisé qui peut pas, écrire dans le corps du protocole plusieurs propriétés, les unes avec les autres. Enfin, qui peut pas, nous, on peut écrire dans le stablecoin, le mot que j'aime bien utiliser, c'est enshrine en anglais, tout plein de propriétés qui est pas possible de faire avec un stablecoin, centralisé et qui rendent le truc plus attractif, souvent dans leur aspect. et tu penses que dans un avenir, proche ou lointain, ça sera intéressant pour vous de reproduire justement ce même schéma avec, je sais pas, des pounds, du yen, du franc suisse, et cetera ou pas forcément? Oui, 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 bah, on aurait pu et là, on s'est dit: «Bon, à force après, plus de 2 ans à passer à nager contre le courant, à faire, non, mais à faire de l'euro dans un marché qui, n'en veut pas forcément, on va faire du dollar qui est le truc, qui est plus bouché». Mais si le dollar se passe bien, si on arrive à exécuter comme on veut, nos produits forex, et bah, on lancera du pound, du franc suisse, pourvu qu'on ait les outils. Donc les outils, nous, il nous faut des stablecoins centralisés derrière, pour exécuter tout ça. Oui, parce qu'au final, comme tu dis, si au niveau de la voilà, de la tech, des protocoles, des algos et cetera, vous avez l'équipe,
C'est juste donner, à ce que le marché veut et ça peut permettre aussi, d'étendre, ce que vous faites. Mais oui, c'est vrai qu'on voit souvent, voilà, c'est tout ce qui est, au niveau stable, on sait très bien que, ouais, c'est dollar qui est le plus utilisé, mais ça veut pas dire que ça va être comme ça tout le temps, en tout cas. Ouais, C'est pas quelque chose qui j'aimerais bien que ça change, hein, mais je vois pas comment dans les 5 prochaines années, ouais, ça s'inverse. bah, Peut-être, peut-être. ouais, à part si au niveau du dollar, il y a des gros soucis, et Ouais, c'est clair, cetera, c'est clair. ça serait la seule, ouais, le seul scénario, quoi. Mmh, c'est clair. Ça peut mal se passer. Pour le dollar, mais donc bien pour l'euro. Nous, on est bien positionnés si l'euro prend. Exactement, exactement. OK. Est-ce Mais ouais, ouais, vas-y, Jean, vas-y. Vas-y. Je disais, est-ce que très rapidement, Pablo, tu peux nous faire une description avec tes mots, mais de manière simple, parce que tes mots sont parfois compliqués, pour les personnes qui sont peut-être un peu moins experts, tu peux nous expliquer très rapidement avec tes mots, c'est quoi tout simplement un stablecoin et c'est quoi un stablecoin centralisé et décentralisé? Vraiment avec tes mots, le manière le plus simple possible. Un stablecoin, c'est une, crypto-monnaie qui est construite de façon à garder sa valeur par rapport à un actif de référence. OK. Donc un stablecoin euro, c'est quelque chose qui est comme, le bitcoin ou l'ether, c'est une crypto-monnaie, c'est-à-dire un actif qui s'échange sur les blockchains, mais qui, a été, conçu pour que, sa valeur reste autour de, bon, un stablecoin euro, 1 € ou un stablecoin dollar, 1 $. Et ce qui fait que la crypto-monnaie, garde sa valeur, de référence, c'est qu'il y a des mécanismes, qu'on appelle des mécanismes d'arbitrage, qui permettent, si jamais, le stablecoin euro dévie de 1 €, il y a des gens qui peuvent gagner de l'argent en remettant le prix du stablecoin, à 1 €. Donc il y a 2 grandes catégories après de stablecoins, 2 grandes façons de faire des stablecoins. La façon qui est généralement appelée centralisée, ça c'est assez simple à voir. Moi demain je suis une entreprise, j'ai un compte en banque. Je vais dire à tout le monde: «Dès que tu me donnes 1 € sur mon compte en banque, en échange je t'émets un stablecoin et dès que, tu, me rends ton stablecoin, je te fais un virement de 1 € vers ton adresse». Et donc typiquement, en quoi ça permet de faire un actif, un stablecoin qui est stable? Si, le prix du stablecoin que j'ai mis en tant qu'entreprise vaut plus de 1 € sur le marché, moi j'ai intérêt Mmh. à aller voir l'entreprise, lui faire un virement bancaire de, 1 € et vendre le stablecoin pour plus de 1 € sur le marché et donc prendre un petit profit au passage. Et comme j'ai augmenté l'offre, j'ai fait, baisser le prix du stablecoin. Donc ça, c'est la façon centralisée. Donc centraliser ce qu'il y a derrière le stablecoin, ce qui permet de garantir la valeur d'1 €, c'est des actifs qui ne sont pas sur, des blockchains, donc sur un compte en banque. Ça implique de faire confiance à l'acteur qui émet le stablecoin, parce que tout le monde ne peut pas vérifier ce qu'il y a sur le compte en banque, et ça implique de leur faire confiance pour, OK, je pense que tu as vraiment des euros, sur ton compte. Et il y a eu quelques crises de confiance par le passé avec des stablecoins centralisés comme, l'USDT de Tether, où, beaucoup de gens se disaient: «Mais c'est pas possible, ils ont pas autant, ils ont pas, 1 $ par, USDT, en réserve». Mmh. Mmh. La deuxième façon de faire des stablecoins, les stablecoins décentralisés, ça revient à dire, au lieu de prendre des euros ou des dollars dans un compte en banque, je vais accepter des crypto-monnaies, pour émettre, le stablecoin. Hem, donc il y a différents types, de crypto-monnaies et la façon avec laquelle je vais, accepter ces crypto-monnaies, hem, dedans, je vais, mettre aussi les mêmes mécanismes d'arbitrage, qu'il y a pour, les stablecoins, centralisés pour, si jamais le prix de mon actif, varie par rapport, à la référence de 1 €, il y a des gens qui puissent, remettre l'actif au bon prix. Et donc la façon généralement cheatée de faire ça, hem c'est de dire, mon stablecoin euro décentralisé, je vais le faire en émettant un stablecoin euro centralisé, en acceptant un stablecoin euro centralisé en réserve. Nous, chez Angle, on accepte plusieurs, actifs dénominés en euros centralisés. Donc, on accepte des bons du trésor tokenisés, par exemple. Si demain, l'heure A varie, de 1 €, les gens peuvent venir voir Circle, émettre un heure C pour 1 €, obtenir un heure A pour 1 € et le vendre, l'heure A pour plus d'1 € sur le marché. La façon la plus commune, de faire pour émettre des stablecoins, décentralisés, c'est, via, ce qu'on appelle des mécanismes de, CDP, donc Collateralized Debt Position. C'est les premiers stablecoins, se sont lancés comme ça. Eux, ils se disent, «Nous, on va pas accepter, de l'euro centralisé, sinon à quoi ça sert de faire un stablecoin décentralisé? On va accepter des crypto-monnaies comme de l'Ether ou du Bitcoin et on va permettre aux gens d'emprunter,
le stablecoin contre leur Ether et leur Bitcoin. Et donc ça, c'est un mécanisme d'émission assez classique des stablecoins décentralisés. C'est-à-dire, c'est garanti par des positions de prêt, enfin par des positions en Bitcoin ou en Ether qui sont plus importantes que la valeur de ce qui a été emprunté. En ce moment, il y a un autre truc qui est à la mode, c'est ce qu'on appelle les stablecoins décentralisés qui sont, on appelle ça derivatives backed. Donc c'est des stablecoins on peut les émettre avec de l'Ether. Mais vous me dites, c'est quand même pas normal, un stablecoin, j'émets avec un Ether qui vaut, je sais pas, 3 000 €. Donc je donne un Ether, j'ai 3 000 stablecoins euros, mais demain, le prix de l'Ether est divisé par 2. Je reviens voir avec Ouais. mes 3 000 € de stablecoin. Vous avez qu'un Ether qui vaut 1 500. Donc mon stablecoin, comment vous justifiez le fait qu'il vaille 1 euro? Et donc, les protocoles de stablecoin derivatives backed, eux, comment ils marchent? C'est ils se hedgent contre la volatilité de l'Ether sur d'autres marchés. Donc c'est le cas de Ethena, par exemple, qui est le stablecoin, duquel tout le monde parle, aujourd'hui. Hem, Eux, dès que vous allez minter, leur stablecoin avec de l'Ether, eux, pour se garantir, se couvrir contre la volatilité de l'Ether qui peut baisser, mais qui peut aussi monter, ils vont, ce qu'on appelle, vendre à découvert leurs Ethers à un certain prix, pour être sûr que si le prix baisse, bon, bah, eux, ils ont déjà shorté l'Ether, et si demain le prix de l'Ether est divisé par 2, bon, bah, eux, en fait, ils auraient, avec leur mécanisme de hedging, ils auraient 2 Ethers, donc 2 Ethers qui valent 1 500 €, ce qui est suffisant pour, backer, le stablecoin, les 3 000 € de stablecoin. OK. En tout cas, merci pour l'explication beaucoup plus claire. Je pense que pour les auditeurs qui sont pas aussi pointus que toi, je pense que le fait d'avoir une petite explication différente des différentes options, du stablecoin et tout simplement c'est quoi un stablecoin, je pense que ça peut être vraiment très intéressant pour eux. Aujourd'hui, il y a quand même une stratégie qui doit être vraiment importante, c'est comment développer encore plus l'utilisation des stablecoins? Parce qu'on sait que c'est quand même de plus en plus utilisé. Et que l'adoption, elle commence à être de plus en plus grosse. Mais est-ce que vous travaillez sur cette partie-là? Est-ce que vous, votre objectif, c'est justement de vulgariser, d'éduquer sur l'utilisation et les avantages des stablecoins? Ou tout simplement, pour l'instant, vous, votre objectif, c'est de laisser faire le marché et dans tous les cas, vous savez qu'ils n'auront pas le choix de passer par les stablecoins? Non, 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 un stablecoin, tu vois, si, la façon de faire des stablecoins, c'est commodifié, c'est-à-dire que, bon, les règles sont les mêmes pour tout le monde fait pareil. Un stablecoin, c'est surtout un enjeu de distribution. Moi, un stablecoin, c'est un standard et personne n'a d'intérêt à utiliser un standard si d'autres personnes ne l'utilisent pas. Donc, l'essentiel des efforts de tout développeur de stablecoin, ça doit être dans, faire en sorte qu'il y ait le maximum de gens qui utilisent, Les mêmes standards. le stablecoin, ouais, ça, c'est que de la distribution. Donc vraiment le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, est-ce que la partie, tout ce qui arrive, Mika et cetera, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous, bah, vous êtes touché? Est-ce que justement ça peut être, quelque chose qui peut vous impacter? Parce qu'on sait que voilà, Mika, c'est quand même quelque chose de super important dans le marché européen. Est-ce que Alors, vous êtes lié à ça? non, parce que dans Mika, il y a quelque chose qui s'appelle, enfin, oui et non. Il y a quelque chose qui s'appelle l'exemption, DeFi. C'est-à-dire que, Mika, dans les textes, ils écrivent: «Bon, si un protocole, est décentralisé, on ne sait pas comment le réguler, on regardera après». Et donc, nous, comme notre protocole OK. est géré de façon, automatique, via des smart contracts, avec une gouvernance, enfin une DAO, hem, pour le moment, d'après notre interprétation et celle de nos avocats et tous les gens avec lesquels on a voulu confirmer ça, parce que notre idée, c'est pas d'être des cow-boys, hors la loi. Nous, ce qu'on veut, c'est, la croissance de la finance sur les blockchains, et donc ça passe par une certaine compliance, et cetera. Mais en l'état, on pense pas que Mika va nous impacter, outre mesure. Oui, parce que l'intérêt principal pour eux, c'est justement d'apporter une régulation, mais sur plutôt des protocoles ou des choses qui sont, bah, centralisées. Et c'est vrai que, bah, du coup, le mot décentralisé, normalement, en tout cas, c'est la nature, vous devriez y être, exempté. En tout cas, c'est une bonne chose. Et par rapport à je suis curieux d'avoir un peu plus d'infos sur, bah, comment vous fonctionnez en termes de DAO. Comment est-ce que ça se passe, pour vous? Est-ce que dès le début, ça a été une DAO? Est-ce que vous l'avez fait, après, je sais pas, après quelques mois? Ou comment est-ce qu'elle s'est mise en place et comment est-ce qu'elle se gère du coup? Alors nous, dès le début, on a été une DAO. Je sais pas si on aurait dû, tu vois, après coup, je me suis pas dit: «Bon, est-ce qu'on regrette ou non ça?» Hem
Donc nous, comment on est structuré, on a un token qui s'appelle l'angle, que les gens peuvent utiliser pour voter pour les propositions, enfin pour amender le protocole. Donc le protocole, c'est pas quelque chose qui est complètement immutable. Il y a des règles qui peuvent être éditées. La façon dont ça marche peut être changée. Et ça, comment ça se fait? C'est les gens vont voter avec leur token à chaque fois qu'il y a une proposition pour changer de règles. Et nous, c'est un des motifs de satisfaction. Je trouve qu'on a été plutôt pas mauvais dans la décentralisation en termes de décentralisation du pouvoir de vote dans la DAO, où il y a plein de gens qui participent à nos votes à chaque fois qu'il y a une des lois, une des règles quelqu'un veut éditer. Donc c'est assez standard en fait ce qu'on fait. On n'a pas réinventé la roue sur ça. Oui, au final, si ça marche bien, enfin, c'est aussi ça, hein, le but, hein, c'est de prendre des choses qui marchent. Vous êtes déjà dans l'innovation, vous avez déjà beaucoup de boulot, je pense, sur tout ce que vous développez. Donc au niveau de la gestion, si vous pouvez prendre quelque chose qui fonctionne, c'est bien aussi. En termes de challenge, justement, je reviens un petit peu là-dessus, en termes de challenge, alors on va pas rentrer trop dans le technique, mais justement quand on crée un protocole comme le vôtre, c'est quoi un petit peu les challenges, à part les challenges techniques, on va dire? Parce que vu qu'il y a Ouais. peut-être pas forcément de challenge réglementaire, quels sont les challenges, auxquels vous vous confrontez? Alors, il y a quand même un challenge technique qui est non négligeable, c'est le challenge de sécurité. Quand tu développes des smart contracts et qui détiennent de l'argent et potentiellement beaucoup d'argent, tu peux pas te permettre de te faire hacker. Et donc, c'est super important de mettre du temps pour et de l'argent pour updater, enfin pour faire en sorte que le code soit le plus bulletproof. Faut faire gaffe à la gestion du risque aussi. En tant que DAO, pour pas se retrouver surexposé à un moment un actif qui pourrait péter. Mais le plus gros challenge, c'est le challenge de distribution. Moi, demain, là, je peux te créer un stablecoin, ça me prend, je sais pas, 1 heure de déployer les smart contracts liés au stablecoin, que le truc soit parfaitement opérationnel. Mais c'est de la distrib, donc si moi c'est comme si demain je crée une marque de produits de beauté, bah, faut que je fasse en sorte qu'elle soit dans les magasins, faut que je fasse en sorte que les gens aient envie de l'acheter et si les gens n'en veulent pas à la fin, ça a beau être de la finance décentralisée, tu obéis toujours à une logique, business, pour, autour de tes des produits, enfin et donc créer les produits, de DeFi que les gens veulent, dans lesquels les gens ont confiance et ça la confiance c'est quelque chose qui est super, super important quand tu fais de la DeFi, parce que les gens vont mettre de l'argent chez toi, donc enfin sur ton code, si ça pète, bon, c'est quand même pas incroyable. Moi, j'ai une question sur toute cette partie, enjeux de sécurité et cetera. Tu expliques que, bah, voilà, c'est vraiment un gros, gros travail. On sait que ça coûte énormément d'argent. Comment vous avez fait pour développer cette partie-là financièrement? Vous avez dû lever des fonds? Vous avez, Ouais, on a levé des justement fonds. fait une ICO? On a élevé des fonds nous, avec des VC, en 2021. On a levé 5 millions de OK. dollars, et c'est ce qui est l'essentiel de la levée. D'ailleurs, je pense qu'à chaque fois qu'il y a une boîte qui lève, tous les auditeurs de smart contract doivent se dire: «Ah c'est du pain béni ça». Heu, ouais. Ah, c'est bien, félicitations. Ouais, parce que ça doit pas être facile à l'époque, de lever des fonds pour un stablecoin en 2021. C'est plus facile que maintenant. Ouais, en 2021, l'argent, OK. Ouais, il tombait des, du enfin, il ciel. c'était facile, quoi. Ouais, il tombait du ciel, ouais. OK, d'accord. Ouais, non, mais parce que des fois, on peut se dire que ça peut être compliqué et effectivement que c'était pas forcément facile. Bon, si vous avez levé des fonds, c'est que votre projet était bon, ça c'est clair. On va pas revenir là-dessus, mais OK, donc vous avez dû, lever des fonds pour pouvoir accélérer aussi votre process et travailler toute cette Ouais, partie-là. exactement. Ouais, Félicitations sinon c'était à impossible, vous. hein. Genre, pour moi, si tu pas de quoi, te payer un audit, c'est impossible, de faire grossir son projet. Ah, surtout pour votre partie. Et Ouais. hem et est-ce que vous avez des partenaires clés avec qui vous travaillez, depuis peu de temps ou depuis longtemps, avec qui justement vous arrivez à développer, bah et faire continuer à faire grandir, Angle Protocol? Ouais, bah, parmi nos plus gros partenaires assez connus, je dirais qu'il y a Layer 0, la solution de bridge. On était Ouais. les premiers clients, Layer 0, enfin les premiers à l'utiliser pour, porter notre stablecoin, d'une chaîne à une autre. Et donc encore aujourd'hui, on a des milliers de personnes qui bridgent tous les jours, via, notre implémentation, par-dessus, Layer 0. Hem, on a pas mal de boîtes avec lesquelles on travaille, notamment Bakkt, pour, la tokenisation. Hem
parce qu'en fait, nous, typiquement, si on va acheter du bon du trésor, vu qu'on est backé par des crypto-monnaies, on est obligé d'avoir des bons du trésor tokenisés on-chain, et c'est pour ça qu'on travaille avec Bakkt, qui est une boîte suisse qui est spécialisée dans la tokenisation. On travaille pas mal avec toutes les solutions d'Oracle, Redstone, Chainlink. Un de nos gros partenaires, c'est OneInch, la solution d'agrégation, parce qu'ils intègrent nos systèmes pour émettre et burner le stablecoin. Donc aujourd'hui, parfois, tu interagis avec OneInch, c'est possible que tu te retrouves à minter de l'aura sans forcément t'en rendre compte, parce que la route OneInch voit que c'est plus efficace de minter de l'aura à partir d'RC pour acheter je ne sais pas quel token. Et OK. ça fait qu'on est assez bien intégré dans toutes les sphères DeFi avec le protocole. Très intéressant. C'est vraiment très intéressant. On voit vraiment que c'est super bien fait. Mais j'ai une question par rapport à la partie tokenisation. Tu en as parlé plusieurs fois de ce terme. C'est quelque chose qu'on connaît bien. Est-ce que tu as des demandes pour que ton stablecoin soit utilisé pour faire de la tokenisation ou pas du tout? On a essayé, mais Ouais, l'idéal, ça reste quand même, quand tu crées enfin, pour les gens qui font de la tokenisation, eux, à la fin, ils achètent, leurs actifs tokenisés en cash, enfin en fiat, pas en stablecoin. Donc ils veulent un stablecoin qui tu puisses off-ramp pour 0 tout le temps, et ouais, ça, il y a que l'USDC Circle qui offre ça. Et donc mais je les comprends, hein, toutes les boîtes qui font de la tokenisation, elles acceptent en moyen de paiement des stablecoins centralisés, que tu peux off-ramp ou on-ramp très facilement. Nous, tu peux off-ramp et on-ramp gratuitement, enfin sans frais de transaction additionnels, mais tu as une transaction en plus, c'est-à-dire que par exemple, notre USDA, tu pourras l'off-ramp contre de l'USDC one-one sans aucun frais. La liquidité de l'USDA, ça sera la même que la liquidité de l'USDC, mais tu dois quand même payer la transaction pour unwrap l'USDA en USDC. je comprends. Je comprends. Et toi, tu penses quoi justement de ce secteur? Ton avis un petit peu personnel sur le secteur de la tokenisation et des gens qui sont acteurs dans le secteur. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui... Parce que souvent, il y a des gens qui disent la tokenisation, oh, c'est comme un stablecoin, c'est-à-dire que tu investis dans quelque Non, chose mais et derrière, tu as un sous-jacent. c'est vrai, Il y en a qui, ouais. qui, qui font vraiment le comparatif entre les deux. Quel est ton avis personnel par rapport à ça? Je suis d'accord avec ça, hein. Pour moi, la tokenisation, c'est comme un stablecoin. J'attends de voir, et bon, ça se trouve, ça sera nous, mais quelqu'un pour trouver un modèle où, en gros, parce que là, ils galèrent un peu, les mecs, tous les gars qui font la tokenisation, c'est un peu toujours la poule et l'œuf. Ils ont besoin d'être liquides, mais comment tu arrives à être liquide on-chain, ton actif? Il y a des enjeux réglementaires aussi. Mm. Heu et hem et je trouve que c'est encore un peu compliqué. Personne n'a réussi à trouver le hack de Gross pour, OK, vas-y, mon actif tokenisé, tout le monde va l'utiliser, et ça va très bien marcher. Donc ouais, moi, c'est un truc, pour moi, s'il y a pas de tokenisation, il y a pas de ça sert à rien de faire de la DeFi, enfin de la finance sur les blockchains, parce que C'est clair. on recrée pas un nouveau pan de l'économie, on doit créer une alternative à des systèmes techniques pour faire de la finance. Donc mais il y a quand même les mêmes sous-jacents. Je sais pas, demain, tu veux faire un marché boursier on-chain, tu as besoin des actions Tesla tokenisées, tu as besoin de, je sais pas, toutes ces actions-là tokenisées pour que ça trade. Ouais, et puis la partie du liquidité du marché, c'est quelque chose qui est super important. Alors effectivement, tu peux peut-être utiliser des pools de liquidité ou tu peux utiliser un token qui est vraiment ultra utilisé, mais il y a quand même vraiment ce big problème-là de la liquidité et du fait qu'il y a peut-être encore pas assez d'acteurs dans l'écosystème, ce qui fait que ça freine un C'est petit clair. peu, ça fait partie des challenges. Au jour d'aujourd'hui, hem est-ce que vous êtes en phase de recrutement, de levée? Est-ce que tu peux nous en expliquer un petit peu plus, sur, ce que vous faites Ouais. actuellement, Alors, aujourd'hui? nous, la boîte Angle Labs, donc qui a levé des fonds, on est rentable grâce aux produits Bravo. Merkle qu'on développe. On cherche à recruter sur le produit Merkle essentiellement, l'équipe qui s'occupe du protocole. Après, on est toujours ouvert à tout profil, mais sur Merkle, on recrute. Donc, si vous êtes ingénieur, je pourrais vous faire partager après les offres, enfin les job descriptions qu'on a. Vous cherchez un stage ou dans le domaine de la DeFi et cherchez à interagir avec plein de protocoles, venez nous voir. On a des opportunités plutôt cool à offrir.
OK, OK. Super, super clair. Je pense que c'est important parce qu'on a beaucoup de gens qui nous posent les questions, qui nous disaient: «Bah, quand vous faites des podcasts, je voudrais savoir si on pourrait postuler, comment on pourrait postuler?» Nous, on mettra bien sûr tous les liens en commentaire si vous voulez contacter, Pablo ou si vous voulez travailler avec, Ouais. avec l'équipe. Félicitations en tout cas pour tout ce que tu fais à l'heure actuelle. On voit vraiment que c'est très, très bien pensé et que la partie stablecoin est vraiment vraiment bien avancée. Donc félicitations, Merci. félicitations à toi et en pas longtemps, vous avez réussi à faire, beaucoup, beaucoup de choses. Vous êtes basé où? Vous êtes basé à Paris? On est tous à Paris, ouais, Ouais. à Paris. Bah, félicitations. Joli écosystème à Paris, hein. Ouais, Joli c'est pas mal ce qui se passe écosystème. en ce moment. Il Ouais, c'est cool. On a de la chance, il y a bah, beaucoup il y a des bonnes écoles d'ingénieurs en France, donc c'est plus facile, de faire sortir du monde, dans tout ça. Enfin, d'avoir des gens, tu vois, c'est la DeFi, c'est quoi? C'est l'intersection de maths, physique, maths, pardon, économie, informatique. Hem, Par rapport aux États-Unis, ils vont très vite se focaliser que sur un domaine et faire plus que ça. En, en finance, enfin, en France, on a l'avantage d'être plus généraliste et donc d'avoir des profils qui correspondent plutôt bien, au développement dans le domaine de la finance décentralisée. Après, tu me diras, c'est un peu comme en intelligence artificielle, un des plus gros hubs mondiaux, c'est Paris, parce que c'est de mmh, l'info et des maths, l'intelligence artificielle et bon, bah, ça, en France, on sait faire. Mais on est moins fort pour les gens qui savent faire que des maths ou des gens qui savent faire que de l'informatique. On a plein de gens qui savent faire un peu des 2 très bien et ça suffit pour créer les meilleurs, algos et les meilleurs modèles d'IA. ouais, c'est fou. C'est fou, c'est fou. C'est vrai que l'écosystème français, surtout, à Paris, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de monde et on voit que ça push fort. Je pense qu'en Europe, c'est peut-être un des endroits où il y a vraiment le plus de monde. Donc c'est très, très bien d'être situé là-bas. Moi, j'ai une dernière petite question, avant de te donner le mot de la fin, Pablo. J'ai une question sur la partie régulation, pour revenir encore sur cette partie-là. On sait Ouais. qu'actuellement, il y a des gros enjeux sur la partie régulation en Europe, en France pour ce qui est PSAN et en Europe pour tout ce qui est MiCA. On sait que ça va faire un gros tri sur les acteurs. Est-ce que toi, il y a des gros acteurs de l'écosystème qui te contactent en te disant: «Bah, voilà, nous, on voudrait travailler avec vous, on voudrait continuer à développer, ce que l'on fait, mais on a besoin peut-être de protocoles». Est-ce qu'ils ont la possibilité de le faire ou pas du tout? Bah, nous, c'est permissionless, donc toute l'infra OK, qu'on fait, ils ont même pas besoin de nous demander s'ils veulent l'utiliser. C'est ça l'avantage d'avoir génial. une finance ouverte. Généralement, ça pêche plus souvent des côtés des protocoles où il faut expliquer à la compliance, et cetera. Je pense qu'on a encore plein de choses à faire pour que, la TradFi soit prête pour la DeFi et surtout que la DeFi soit prête pour la TradFi. C'est des efforts, Ouais. des 2 côtés. Il y a encore trop de risques, trop de hacks, qui se font en DeFi pour que, des gens envisagent sérieusement de mettre beaucoup d'argent là-dedans. Heu, voilà. OK, donc on voit que c'est bien réfléchi, que c'est ouvert à tous, c'est bien de le préciser et donc du coup, bah, nous, on a tendance, sur le podcast à donner un petit mot de la fin à nos invités. Donc ça peut être une anecdote, ça peut être un sujet qu'on n'a pas traité et que tu voudrais revenir, ça peut être une nouveauté qui est en train d'arriver, chez Angle Protocol et que tu veux nous partager. Tu carte blanche, on te laisse faire. Bah, non, mais on va sortir au mois d'avril, notre stablecoin dollar, en train d'essayer de construire quelque chose qui, améliore par-dessus tous les autres stablecoins dollars du marché, qu'on puisse offrir, en termes de yield, de liquidité, de robustesse, vraiment quelque chose qui soit nettement supérieur à tout ce qui existe par ailleurs, dedans. Donc, nous, ce qui nous intéresse de construire, c'est que, les gens n'aient pas de coût d'opportunité et que, les gens, gagnent ce qu'ils méritent, ce qu'ils doivent gagner. Donc, par exemple, aujourd'hui, tous les euros sur le compte en banque, c'est même pas normal que ça soit pas possible de gagner le taux sans risque du marché sur ces euros parce que les banques le touchent, mais les utilisateurs le touchent pas. Nous, avec ce stablecoin dollar, l'USDA, on veut faire en sorte que les gens qui possèdent le stablecoin et ils aient toujours accès aux yields, qui soient les yields de DeFi si les yields sont plus importants à DeFi ou aux yields, de bons du trésor, et cetera, si ces yields-là sont plus importants que les yields DeFi. Donc en gros, c'est un produit où vous vous mettez dedans, vous n'avez pas trop à réfléchir à ce qui se passe. C'est géré par le protocole, qui va rebalancer ses réserves en fonction des yields, offerts sur le marché et c'est un produit qui, on appelle ça un dual engine, qui maximise, qui réduit le coût d'opportunité DeFi, TradFi et c'est live, mi-avril. OK. Bon, bah, en tout cas, impatient de voir ça. Mi-avril, c'est bientôt et je pense au moment où le podcast va sortir, on sera vraiment pas loin donc Ouais. voilà, n'hésitez pas, en tout cas, à aller voir ça. Donc pour utiliser, vos stablecoins et
pour pouvoir vous visiter, le mieux, c'est de passer directement par votre plateforme. Donc, on a partagé plusieurs fois le lien, on le mettra en signature. En tout cas, c'était vraiment un plaisir, Pablo, d'échanger avec toi sur ce podcast. Super podcast, ultra passionnant. On voit qu'il y a beaucoup de maîtrise et beaucoup d'intelligence dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu dis. Donc, vraiment, on souhaite le meilleur à Angle Protocol pour continuer, que ça soit bien sur la partie euro que sur la partie dollar et les autres monnaies, s'il y en a d'autres qui arrivent dans le futur. En tout cas, ça a l'air d'être ouvert de votre côté. Super. Merci beaucoup, de m'avoir invité. C'était un plaisir d'être là et bon, si vous avez des questions sur, des choses dont on a discuté aujourd'hui, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter l'équipe. On est généralement, assez Totalement. assez responsifs. Donc, mes DM sont ouverts. Trop bien. Super. Ouais, On mettra tous les liens dans tous les cas aussi en commentaire. trop bien. Bah, écoute, Merci en tout cas, beaucoup. merci beaucoup Pablo et on se dit, à très bientôt pour un épisode de Token Talkers. Merci.